Bon, d'abord, merci, chers collègues, pour les appréciations flatteuses que vous avez faites de notre travail. Je présente mes excuses parce que j'ai une responsabilité particulière dans le retard de la transmission du rapport qui n'est due ni à Joachim ni à notre administrateur, mais à mes obsessions ridicules de littéraire qui en plus ne se sont pas. Oui, mais pas toutes, ma chère. Bon, peu importe, tout ça a ralenti la cadence et on y reviendra encore un peu. Beaucoup des interrogations d'abord, premièrement, que la Commission réagisse positivement ne m'étonne pas, parce qu'une commission des affaires étrangères, par définition, a une sensibilité aux questions de géopolitique et elle les comprend dans leur globalité et leur cohérence. La géopolitique n'est pas faite que de rapports de force militaires, elle est faite de rapports de force, d'influence scientifique, technique, de connaissances, bon voilà. Donc je crois qu'ici, dans cette salle, tout le monde sait qu'il y a un enjeu. Jamais. Alors donc vous avez soulevé des dizaines de questions qui étaient une des difficultés de la fabrication de ce rapport, parce que, comme vous l'avez bien dit, des mers on remonte au fleuve et des fleuves à la production, bon, on n'en finirait plus, quoi. Bon, mais vous avez raison de poser la question des fleuves parce qu'elle est posée. Au demeurant, pour la Guyane, l'actualité plus récente, c'est plutôt l'intensité des pêches illicites qui ruine la petite pêche artisanale. Qui doit attendre son tour, tandis que de gros navires argentins ou brésiliens viennent et ramassent tout ce qui se trouve là, et les autres attendent parce qu'ils ne sont pas de taille à se confronter. Nous avons un bateau de la Marine nationale qui, de temps à autre, vient essayer d'intimider. J'ai vu que le secrétaire général de la mer réagissait mal la dernière fois ici même à cette commission quand j'avais dit qu'on pouvait faire mieux que des ronds dans l'eau. Il l'a mal pris, peut-être que j'aurais dû dire la chose autrement. Mais enfin, bon... clairement, nous ne sommes pas respectés. Enfin, je le dis devant cette commission, nous ne sommes pas respectés, ce n'est pas normal. Alors, je ne dis pas qu'il faille aller jusqu'au point où était allé le président Mitterrand, qui fit tirer sur les sardiniers espagnols, pour définitivement les convaincre de renoncer à leur pratique, mais peut-être qu'entre les deux, on pourrait procéder autrement. Il n'est pas normal que le Brésil, qui est notre voisin, et vous faites bien de rappeler ce que ça va me fournir ma transition, ce que les Français oublient tout le temps, quoique on le leur répète très souvent, la plus longue frontière de la France n'est pas avec l'Allemagne, c'est avec le Brésil. Nous avons 800 km, c'est le fleuve Oyapock, et sur ce fleuve, nous avons fait un pont, il ne reste plus qu'à faire la route, et tout ira très bien. Bon, c'est un des enjeux de la géopolitique française. Alors, ça m'amène justement au rôle de l'idéologie et des systèmes de représentation. La différence qu'il y a entre la vision du monde portée d'une manière générale en politique et la réalité géopolitique est effarante. Les vrais enjeux sont l'enjeu et les vrais enjeux géopolitiques du futur, de l'actualité, c'est l'espace et la mer. Et il y a une très grande complémentarité entre les deux. Et la France est présente dans ces deux dimensions en nation pionnière, pas dans le bataillon de queue, de ceux qui sont devant, qui ont des choses à proposer, qui savent faire, etc. L'interconnexion entre les deux est assez évidente. Vous savez que la plupart des opérations qui se déroulent dans l'espace sont en général préfigurées dans la mer. Et ça, c'est pour le côté scientifique et préparation des expéditions spatiales qui vont avoir lieu. Si les Chinois sont capables d'aller mettre lapin de jade de l'autre côté dans la face invisible de la Lune, ça n'est pas juste pour poser un robot. C'est pour montrer la capacité qu'ils ont de ces expéditions interplanétaires qui vont maintenant se dérouler d'une manière très constante. Ils se préparent à aller sur Mars, ils ont une station internationale. Nous autres Européens, fascinés par notre truc brinque-ballant qui marche pas très bien, nous faisons comme si les Chinois n'étaient pas déjà en train de faire. Et ils font, et ce sont des choses très intéressantes pour l'humanité tout entière. Donc, et aussi de l'espace, on surveille la mer. C'est une des alternatives. Moi, je n'ai pas la compétence suffisante à cet instant pour vous dire si l'espace est une alternative à la jonction par câble. On me dit que non, que la densité des informations qu'on transmet ne passerait pas dans les terres, si j'ose dire, comme il passe par câble. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais on voit bien qu'il y a un rapport entre les deux. De la même manière que la démilitarisation de l'espace, qui est un principe proclamé, aujourd'hui n'est plus réellement respecté, ni depuis les tirs de la Terre vers les satellites, ni des satellites vers la Terre, et la démilitarisation des grands fonds
nous verrons ce qui se produira. Mais personne ne peut croire. D'abord, nous, Français, nous sommes sur ce sujet, nous regardons ailleurs quand on en parle, parce que l'essentiel de notre force de dissuasion repose sur le fait que nos sous-marins sont indétectables, sous-marins nucléaires. L'argument numéro 1 de la dissuasion française, c'est les sous-marins, c'est pas les avions. Hein. Bon. Par conséquent, c'est pas une conversation sur laquelle on aime s'attarder. Nous, les Français, on comprend pourquoi. Mais dès lors que nous allons avoir, dans les grands fonds, des enjeux financiers aussi considérables que ceux qui se dessinent, clairement, tout le monde va y mettre le nez. Et plus que le nez, des instruments de toutes sortes. Pour donner une idée, parce que la question a été posée sur ces richesses d'extraction, il faut j'avoue que les chiffres, là, moi, j'aime pas trop les collections de chiffres, mais c'est assez sidérant. Si on prend l'exemple de la zone Clarion-Clipperton, d'accord, Clipperton, là on est chez les Français, on trouve là-dedans un poids total de nodules de 34 milliards de tonnes. Alors ça ne veut rien dire, on ne sait pas ce que ça représente, mais on le sait quand on le compare. C'est 6000 fois plus de thallium, 3 fois plus de cobalt et de manganèse et de nickel que toutes les ressources terrestres. Toutes les ressources terrestres. C'est donc, on parle là d'un trésor gigantesque dans les mers. Et non, c'est normal, c'est proportionné aussi à la taille et aux conditions dans lesquelles on recueille ces minéraux. Pour donner, je vous ai parlé tout à l'heure de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Là, ils ont installé une mine Solwara. Elle est à 1600 mètres de profondeur. Imaginez-vous les connaissances que ça nécessite de mettre en œuvre. Eh bien, ce qu'on ramasse là-dedans, la teneur en cuivre de ce qu'on ramasse, c'est 7%. Alors ça non plus, ça ne dit rien, sauf quand on compare. Quand on ramasse dans une mine terrestre tout ce qu'on attrape avant de trier, c'est 0,6%. Autrement dit, on prend dans la mer, 7% contient ce qu'on cherche, on prend sur la terre 0,6% de ce qu'on cherche. Je prends sur un exemple. Hein. Donc, ce serait la prudence, ça ne peut pas être de la naïveté. Il n'est pas pensable dans le monde tel que nous le connaissons, et avec les besoins qui s'avèrent, qui se présentent, nous sommes 7 milliards, ça change tout. Quand je suis né, on n'était que 2 milliards. Maintenant, on est à 7, on va être bientôt 10. Par conséquent, mécaniquement, et hélas, nous ne changeons pas nos mœurs, les demandes s'exercent, et y compris pour la conversion écologique de l'économie. On va le faire avec des matériaux qui existent, on ne va pas le faire en attendant que ça se fasse tout seul. Donc, on voit que vous avez, je crois que toute la salle a bien compris l'enjeu de cette affaire. Alors, vous avez posé la question de savoir, à plusieurs reprises, comment on s'y prend. Vous avez repéré des pollutions qui sont dans le rapport, notamment les pollutions sonores. Je voudrais dire aux collègues qui sont sensibles à ce sujet qu'ils touchent à quelque chose d'extrêmement important qui n'était pas dans l'horizon humain il y a encore peu. Par exemple, le rapport, la dialectique du bruit et du silence. Bon, il y a eu une très belle exposition à la Fondation Cartier qui montrait comment les espèces animales se répartissent les bandes sonores pour pouvoir se reproduire, s'appeler, s'interpeller, etc. Par conséquent, il y a un enjeu à ces bandes sonores. Et vous avez raison de pointer que les vibrations perturbent profondément l'espace marin, au point qu'on pense que les grandes vagues de suicide de cétacés sont liées à des émissions électromagnétiques, et notamment à celles des sous-marins qui sont dans les très grandes profondeurs et qui envoient des signaux de l'un à l'autre qui seraient absolument perturbants pour les espèces marines. Je vais aller plus loin. Donc vous dites par quel bout on peut s'y prendre. Alors évidemment, pour l'instant, la discussion commence. Ben déjà, nous pouvons nous-mêmes propager la sensibilité à l'espace marin. J'estime qu'au cours des 5 ou 6 dernières années, on a bien avancé. C'est-à-dire que c'est devenu un thème. Un collègue disait, je crois que c'est notre collègue Quentin, disait ça vient aux élections présidentielles. Ben, c'est nouveau, parce qu'avant, il n'était même pas question. Temps à autre, il y avait un ministre de la mer, on disait ah, c'est très bien, c'est folklorique, c'est pour les Bretons. Non, c'est pour tout le monde, parce que les Bretons, dans ce domaine, sont l'avant-pointe de quelque chose qui nous concerne tous. Alors, donc, on est dans le moment où on réfléchit et où on essaye de penser pour le bien du pays. Le bien du pays, c'est d'être capable de ne pas être naïf, d'avoir un peu d'ouverture, quoi. On ne peut pas non plus dire on va faire valoir que des arguments de puissance. Mais je ferai remarquer que si on voulait faire valoir des arguments de puissance, on en a les moyens. Hein. Mais ça ne peut pas être notre manière de faire. Il est clair que le bon instrument, ce sont les instruments internationaux, où la France doit pouvoir provoquer des coalitions, et notamment au niveau de l'ONU. Je ne dis pas ça en relation avec nos débats traditionnels sur l'Europe. Hein. Ce n'est pas par animadversion pour l'Europe, quoi que j'en ai, mais c'est pour dire la bonne échelle, c'est celle-là, parce que c'est la Terre. On parle de 71% de la surface du globe. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut nouer des alliances. Ça veut dire saisir toutes les occasions
de faire valoir des problèmes communs et auxquels, comment dire, la sensibilité populaire est acquise. Tout à l'heure, on a parlé des baleines, à très juste titre. On vient de signer un accord de libre-échange avec le Japon, c'était le moment ou jamais, de leur dire, bah, si vous ne cédez pas, on ne signe pas. Bon, on ne l'a pas fait. Par conséquent, maintenant, on est dans une situation beaucoup plus difficile pour intervenir et les empêcher de faire. Ça veut dire une sensibilité, un système d'alerte. Alors là encore, on retombe, notre collègue Goasguen a raison, tous les pays européens n'ont pas la même approche. Parce que les Français ont le tort, si on peut dire, on va mettre des grosses guillemets, d'être un peuple de paysans, dont il n'a jamais été question, ni possible, de faire autre chose que ça. Hein. Ni même pour la colonisation, pardon pour cette entre parenthèses, si vous lisez les récits, le désespoir des militaires, c'est que personne ne voulait venir. Les Français ne sont pas comme ça. Ils sont sur leur lopin, ils sont bien là, ils n'ont pas envie d'aller chez les autres. C'est pas un peuple impérialiste en ce sens. Hein. Bon. Mais ils ont au moins l'avantage du coup d'être portés à des coopérations dans leur espace. Ils comprennent qu'il faut coopérer. Le gouvernement allemand ne voit pas les choses de la même manière. C'est une puissance continentale. Elle en a donc les défauts d'un pays qui pense d'abord à ses voisins terriens immédiats et qui se soigne pour le reste. Parce que je réponds au collègue qui a posé la question pour la Méditerranée, je suis en accord avec mon collègue Tissier qui a dit ce qu'il avait à dire. Rajoutons que ça ne ferait pas de mal si on appliquait à la Méditerranée les règlements qui s'appliquent dans la Baltique, parce qu'on aimerait savoir pourquoi ils s'appliquent dans la Baltique et pas dans la Méditerranée. Plusieurs ici ont soulevé des réponses complémentaires, le ralentissement des navires et l'obligation, parce qu'on ne peut pas demander à une ville comme Marseille ou à un département comme celui des Bouches-du-Rhône d'encaisser le choc de quelque chose qui est d'intérêt national. La manière avec laquelle, pourquoi les bateaux s'arrêtent là, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Cette idée, si vous voulez faire des croisières en Méditerranée, vous êtes obligé de passer là. Donc c'est d'intérêt national. C'est pas possible que les moteurs continuent à tourner pendant que les gens sont en train de courir à terre, faire les achats auxquels on les pousse. Donc les installations électriques, soit on oblige tous les armateurs à le faire, soit on le fait nous, mais quelqu'un le fait, ça ne peut pas continuer comme ça. Les ravages pour la santé humaine sont considérables. Ce n'est pas quelque chose que nous agitons pour faire peur, nous autres, les élus du coin. Alors, je le redis. Alors après, bon, parce qu'il faut que tous les sujets sont passionnants, vous avez raison de dire qu'on aurait dû inclure la question à propos du béton, notamment du sable. Parce que le fait qu'on enlève du sable partout pour faire du béton, après je viens à ce que vous disiez, pose un problème. C'est la déformation du trait de littoral qui est devenue quasi incontrôlable dans toutes sortes de régions, y compris françaises, parce que nous ne contrôlons pas ce qu'on fait sur le plateau continental. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe directement sur la côte. Donc, la hiérarchie des défis, vous nous avez interrogé. Moi, je ne m'y risquerais pas. À cette heure, je ne sais pas le faire. Je pourrais, hein, on peut s'y mettre, on peut travailler, dans quel ordre on met. Quelle pourrait être une stratégie française? Autrefois, on disait la chose suivante des Français. Les Français, ils rappliquent avec des archéologues. D'accord? Et puis, une fois que les archéologues sont là, arrivent les musiciens. Les Français organisent des séances de musique et d'opéra. Et puis, après, arrivent les hommes d'affaires et les militaires. Bon, ça c'était ce qu'on disait de nous, hein, méchamment, parce que c'est pas vrai. Nous sommes bons et pacifiques, elles l'avons toujours été. Mais on disait ça de nous. Moi, je pense que la bonne porte d'entrée, c'est la bataille pour les connaissances. Connaissance du fond de la mer, connaissance des conditions dans lesquelles on travaille. Parce que quand on se bat dans ce domaine, premièrement, on avance tous, et on permet à d'autres d'avancer. C'est-à-dire que si on associe d'autres pays, des nations qui ont un littoral mais aucun moyen d'études, d'analyse, et qu'on les aide à former du personnel, d'abord on rend service à l'humanité, mais surtout on crée les normes. Parce que tout l'enjeu du futur, ça va être la création des normes. Qui va les créer? Pour les objets qu'on va utiliser en mer, en eau profonde, comme dans l'espace. Et donc, la stratégie de la connaissance, qui consiste à développer les capacités de nos universités et de coopération internationale, pourrait être une porte d'entrée. Je finis en disant aussi qu'il y a des pratiques qui vont contre ça. L'Union européenne, ça sera mon dernier mot, il est un peu critique, vous ne m'en voudrez pas et vous n'en serez pas surpris. L'Union européenne a une vision très productiviste et extractiviste. Elle dit bravo, la croissance bleue, allez, il faut y aller, tout ça. Bon, très bien, mais enfin, c'est un peu rustique comme point de vue. On ne peut pas se contenter de dire ça. Déjà, les premières opérations ont lieu en mer. Elles sont accompagnées de scientifiques et tout ça est très bien. Mais ça ne peut pas être le regard de l'Europe. Parce que l'Europe est peut-être le premier producteur mondial de normes en matière d'exploitation, et parce que nous sommes le premier producteur, le premier vendeur, la première masse monétaire du monde. Donc il faut bien faire quelque chose d'une puissance pareille. On pourrait, à l'occasion, l'appliquer. Alors, dans ce domaine, oui, elle peut jouer un rôle, mais je crois que le levier
Le Goasgen a 1 million de fois raison. Moi, je rajoute rien parce que je me livrerai à des excès tout à fait regrettables sur le regard qu'ont les Allemands sur la Méditerranée. C'est insupportable, quoi. Ils nous ont bloqués. Le président Sarkozy avait eu une bonne initiative avec l'Union pour la Méditerranée. C'était 4+5, c'était pas tout le bassin méditerranéen. Vous collez sur le dos Chypre, Israël et la Turquie et c'est terminé. On peut plus rien faire. Tandis que le petit bassin, on peut faire. Et la prochaine réunion qui a lieu fin juin là, à Marseille va être 4-5. Donc c'est une heureuse résurgence d'un bon projet. Autrefois, nous étions les pays de la façade méditerranéenne européen, et en face, nous avons l'Union du Maghreb arabe qui a disparu depuis, sous les coups pour la Libye et pour la Mauritanie. Mais quand même, il y a des structures qui peuvent exister. Voilà encore des points de passage de stratégie. Les Français, à chaque fois, peuvent aller devant, puisque c'est... Personne n'y verrait rien à dire. On dira, ben c'est normal, ça les intéresse, ça les concerne, ça les implique, il n'y a qu'à commencer par là. Moi, voilà la stratégie que, si j'en avais une à recommander, c'est que les Français avancent par le développement de la connaissance et la mise en partage des instruments pour préparer la connaissance. J'avais, à un moment donné, proposé qu'on fasse une université internationale de l'espace, parce que nous sommes quand même le pays qui, par tête de pipe, paye plus pour l'espace que n'importe quel pays du monde. On pourrait en faire autant pour la mer, parce qu'on en a largement les moyens. Un dernier mot sera de regret pour dire, bon, vous avez tellement raison, on s'en fiche tellement. Ça paraît, quand on s'intéresse au sujet, évidemment, on se passionne, et puis ça paraît tellement incroyable qu'on ne s'y intéresse pas. Il y a un marégraphe qui est à Marseille. C'est une machine qui sert à évaluer le niveau de la mer. Bon, ça n'a l'air de rien. Mais on n'est même pas foutu de payer la peinture pour remettre en état le marégraphe. Si bien qu'ils ont fait un appel à dons pour réparer la machine elle-même, qui a un truc magnifique, hein. Bon, il a fallu faire appel à dons pour remettre en route le marégraphe. Nous, la France, on fait des dons pour... Alors, à quoi sert un marégraphe? Ben, évidemment, l'étude scientifique. Mais figurez-vous qu'au passage, c'est pour ça que je vous parle de normes, c'est que le marégraphe de Marseille, il sert à établir les hauteurs, pas de la flotte, mais des montagnes, des collines, et que c'est le marégraphe de Marseille qui sert dans une bonne partie du monde, et notamment en Suisse, où on évalue les hauteurs grâce à celles qui sont données par le marégraphe. Eh ben oui, vous calculez à partir du niveau de la mer. Il faut bien qu'on ait une base. Ben, c'est le marégraphe de Marseille qui fournit aux Suisses les moyens de savoir de quelle hauteur sont leurs montagnes. C'est pour dire que de la mer peuvent partir beaucoup d'instruments. Tout à l'heure, je vous signalais l'importance de la normalisation. C'est-à-dire, la connaissance permet de produire des normes, les normes permettent ensuite d'encadrer la production des objets et donc les relations entre les nations. Pardon, collègues, tout ce que vous avez dit était passionnant, il y aurait pour des heures à en parler. Et je pense que nous, on devrait rajouter une ou deux choses qu'on a entendues là. Tu permets un mot sur les vagues, pour répondre à notre collègue à propos du mur japonais. C'est pas fini, hein, les amis, parce que le mur japonais va donner des idées à d'autres. 8 des plus grandes villes du monde sont au bord de la mer. C'est normal, c'est anthropologique. L'humanité avance jusqu'à qu'elle ne peut plus avancer. Alors, on ne peut plus avancer, les premiers arrivent, les suivants arrivent, et puis comme ça, la proportion d'êtres humains qui sont au bord de la mer est tout à fait considérable. Vous avez la moitié de la population française vit à moins de 100 km de la mer, il faut le savoir. Hein. Donc, ça s'est produit comme ça. Donc, les grandes villes sont au bord de la mer. Donc, on n'a pas fini avec cette histoire. Vous avez raison de le montrer. Là, pareil, on a des savoir-faire. On n'est peut-être pas obligé de faire des murs. Ce sont des Français qui ont fait la construction de la mosquée Hassan II à Casablanca, qui est sur l'ancienne plage. C'est la compagnie Bouygues qui a fait ça. Donc vous savez que ça illustre la sourate du Coran qui dit que la maison de Dieu est entre la mer, le sol, etc. et l'air. Et donc il a fallu illustrer ça en l'installant dans la mer. Eh bien, les Français ont vidé la plage, la mer à cet endroit-là, et nous y avons construit des brise-lames. Je me le suis fait expliquer par M. Martin Bouygues lui-même, qui était passionné par le sujet, à juste titre. Et on y a installé des brise-lames de manière à ralentir la puissance du flot jusqu'à ce qu'elle n'atteigne jamais un point qui serait critique pour la Méditerranée, pour la mosquée. Je vous donne cet exemple pour dire voilà des sujets où nous avons besoin. Mais il va falloir se lever, hein, et puis se bouger. Parce que la vague exceptionnelle, il y a 15 ans, en mer, c'était 20 mètres. Aujourd'hui, la vague exceptionnelle en mer, c'est 40 mètres. Alors, elle dit bien qu'elle est exceptionnelle, hein. Ça ne veut pas dire que tous les jours, il y a une vague de 40 mètres qui rapplique. Mais les marins vous expliquent ça. Une vague de 40 mètres, les amis, c'est un mur qui est la hauteur d'un immeuble de 15 étages, je crois. Hein. À peu près 15 ou 20 étages, c'est quelque chose d'énorme. Et ça, on commence à les voir de plus en plus. Heureusement, elles n'arrivent pas à cette taille sur les littoraux, puisque le plateau continental ralentit le mouvement de la mer. Mais
Ça, par contre, les bateaux vont le trouver devant eux. 90% du commerce mondial passe par la mer. Du commerce réel, hein, des objets qu'on échange vraiment. Le reste, c'est du fric, ça compte pas. Mais les choses qui passent, les objets matériels passent par la mer. Donc vous voyez, les défis, c'est ceux de notre siècle. C'est pas des questions lointaines qu'on finira par voir un jour ou l'autre si on s'y intéresse à elles par poésie. Non, ce sont des enjeux immédiats qui touchent au point névralgique de l'humanité du XXIe siècle. Merci beaucoup à Jean-Luc Mélenchon. Joachim, en quelques minutes.